Bonjour et bienvenue dans Fileco. Dans ce premier numéro de l'année, on s'intéresse au commerce. En pleine période de solde, il traite avec les consommateurs qui sont toujours mieux protégés. Nous verrons comment avec le ministre Benoît Hamon. Et puis les commerçants sont au cœur d'une autre actualité, le débat sur l'ouverture dominicale. Nous verrons que plusieurs grandes chaînes de magasins installées dans les Yvelines sont concernées par ce débat, notamment les magasins de bricolage. Mais tout de suite, direction Versailles et la DDPP qui, vous allez le voir, protège les consommateurs en période de solde. Nous sommes à la direction départementale de la protection des populations à Versailles, une entité qui existe depuis le 1er juillet 2010. Jean-Yves Savoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service des pratiques commerciales et de l'action économique locale. La DDPP intervient notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et industrielle, mais aussi dans celui de la protection des consommateurs. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque nous sommes en pleine période de soldes d'hiver. Les soldes d'hiver, vous êtes confrontés à des litiges, lesquels ? Alors, la direction, effectivement, reçoit à cette période de l'année un certain nombre de plaintes. Alors, il faut les resituer dans le contexte général des plaintes que reçoit la direction. C'est environ, pour nous, 2500 plaintes à l'année. Et sur ces 2500 plaintes, ça va être un tiers qui relève effectivement des compétences du service et qui vont nécessiter une mise en enquête. Et au moment des soldes, effectivement, on reçoit certains signalements, soit de professionnels qui vont attirer notre attention sur des pratiques qu'ils ne jugent contraires au code de commerce, ou des particuliers qui ont acheté un produit et puis au final qui peuvent avoir des doutes sur la promotion qui avait été mise en avant. Parce qu'au moment des soldes, pour l'essentiel, le problème il est là, dans la promotion ou le rabais qui est annoncé. Donc il peut y avoir des tromperies sur les promotions annoncées. Alors il peut y en avoir. Dans la jurisprudence, on retrouve beaucoup de cas d'entreprises condamnées sur ce terrain-là. Il ne faut pas non plus noircir le tableau complètement. Au vu des contrôles que nous faisons dans le département des Yvelines, c'est à peu près 300 contrôles, 300 établissements contrôlés en matière de solde chaque année. On arrive à des suites contentieuses pénales, c'est-à-dire directement transmission au parquet, dans moins de 5 cas par an. Donc ça reste tout de même marginal. C'est peut-être lié aussi à la pratique qu'on a par rapport aux professionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas immédiatement relever une infraction, si on était amené à la constater, mais aussi avoir une approche plus pédagogique, c'est-à-dire signaler aux professionnels l'erreur qu'il a pu commettre dans le prix de référence qu'il a annoncé, parce que c'est vrai que parfois la réglementation peut être un petit peu complexe pour des professionnels qui ne sont pas confrontés à ça tous les jours. Donc on lui rappelle la réglementation. Du principe de bonne foi en fait. Voilà, tout à fait. On part du principe que le commerçant n'est peut-être pas informé de l'ensemble de la législation. C'est vrai qu'elle est parfois un peu difficile à appréhender. Quelle période doit être prise en compte pour apprécier le prix de référence qui est mis en avant? Donc on rappelle la réglementation aux professionnels et puis on lui dit qu'on va refaire un contrôle sur la prochaine période de solde. Et en général, le plus souvent, le professionnel se met en conformité avec la réglementation. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il encourt? Si on a constitué ces pratiques qu'on appelle pratiques commerciales trompeuses, la sanction, elle est de 37 500 € d'amende, plus il encourt des peines de prison. Alors, c'est un maximum qui est prévu par les textes. Ensuite, le juge apprécie au vu du contexte, des enjeux financiers, de la mauvaise foi éventuelle du consommateur, du nombre de plaignants. C'est un tout, mais la sanction maximum est relativement importante lorsqu'on est sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses. Vous disiez de manière plus générale, chaque année, la DDPP des Yvelines reçoit entre 2000 et 2500 plaintes, mais vous ne pouvez en instruire finalement qu'un tiers. Alors, on ne peut en instruire qu'un tiers, non pas nécessairement au vu des moyens que nous avons, mais au vu du type de plainte. C'est-à-dire que le service n'est compétent pour intervenir que lorsque la plainte contient un volet pénal. C'est un peu une des difficultés qu'a le consommateur. Le consommateur, il a tendance à penser, dès qu'il a un problème avec un produit qu'il a acheté ou avec un commerçant, à nous écrire en disant « c'est pas normal, je saisis l'ex-répression des fraudes, la DDPP, pour me plaindre ». Or, nous, services d'État, n'avons pas vocation à intervenir dans un litige entre deux parties, ça c'est le travail du juge, ou le travail d'un expert qui va déterminer si effectivement le produit que vous avez acheté n'a pas toutes les qualités requises, ne chauffe pas aussi bien, ne lave pas aussi bien, ne roule pas aussi vite. Ça c'est un expert qui va le déterminer.
En revanche, nous, notre travail, ça va être de déterminer, dans certains cas, si une infraction pénale a été constituée. Donc au travers de la plainte, c'est voir si une allégation particulière, par exemple, pouvait laisser penser au consommateur que le produit avait cette qualité-là. Justement, si le professionnel met en avant la qualité d'un produit qui lave plus blanc que blanc, on va vérifier au travers de l'enquête si son allégation est vraie. Et si elle n'était pas fondée, on va aller sur le terrain de la pratique commerciale trompeuse. Et c'est cette difficulté-là, le consommateur, il la ressent régulièrement parce qu'il n'appréhende pas directement le volet pénal. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on règle son litige à lui. Or, ce n'est pas la vocation première de l'administration. Alors, quels conseils donner à ces consommateurs, surtout en période de solde? Il ne faut pas qu'ils se laissent séduire uniquement par le rabais, parce que souvent, c'est un peu le réflexe qu'a le consommateur. Il voit qu'on lui annonce un moins 50, moins 70%, il fonce sur le produit. Or, il pourrait trouver par ailleurs le même produit, sans rabais ou avec un rabais seulement de 20%, mais pour un prix net plus intéressant. Et auprès de qui le consommateur peut trouver l'information, à qui écrire? Là où le consommateur avait pris l'habitude de saisir la répression des fraudes, comme il l'appelait, il peut se retrouver aujourd'hui un peu en difficulté parce que l'appellation du service a changé. Donc le réflexe qu'il doit avoir face à ces problèmes-là, c'est saisir la direction départementale de la protection des populations de son département. Merci beaucoup Jean-Yves Savoie pour votre éclairage. Je vous en prie. Et pour bien comprendre l'action de la DDPP, nous avons suivi un contrôle auprès d'un commerçant yvelinois au deuxième jour des soldes d'hiver. Reportage. Je viens faire un contrôle de votre établissement en ce qui concerne les soldes d'hiver. Donc je vais faire un tour de votre magasin pour vérifier l'affichage des prix et comment vous avez mis en place l'opération solde. Les 15 contrôleurs de la Direction départementale de la protection des populations des Yvelines sont sur le pont. Durant les 6 semaines des soldes d'hiver, ils vont effectuer environ 10 contrôles chacun et ils doivent ouvrir l'œil. Premier contrôle, l'affichage des prix. Ce sac est correctement étiqueté pour les soldes. Donc on a une annonce en pourcentage de réduction. Et en plus, on a le prix du sac, donc le prix de référence qui est barré, avec le prix effectif qui sera pratiqué pendant les soldes. Donc là, c'est très bien, on a une double information auprès du consommateur. Deuxième contrôle, l'homogénéité des réductions proposées. Le pourcentage s'étend de moins 20 à moins 50%. Donc il est aussi intéressant de vérifier qu'il y ait autant de moins 50% que de moins 30 et que de moins 20. C'est pour informer le consommateur qui va faire une bonne affaire sur plusieurs articles qu'il aura son choix. Troisième contrôle, la date de mise en rayon des articles soldés. Tous les articles d'une boutique peuvent être soldés à la seule condition qu'ils aient été mis en vente, donc c'est-à-dire proposés à la vente au moins un mois avant le début de la période des soldes. J'ai quand même appris lors de ce contrôle qu'il fallait effectivement indiquer la date de début de solde, ce que je ne savais pas, donc je le ferai dorénavant. Et oui, la date de début des soldes doit être clairement indiquée en vitrine. Autre point important, la distinction entre les articles soldés et ceux qui ne le sont pas, notamment par des étiquettes de couleur. Au final, cette boutique passe le contrôle avec succès. Dans le cas inverse, la DDPP aurait fait des recommandations et serait revenue contrôler la boutique lors des prochaines soldes pour vérifier leur mise en application. Les soldes d'hiver se terminent le 12 février. Ces dispositifs ont pour but de protéger le consommateur en informant, voire en sanctionnant les commerçants. Mais le gouvernement a décidé d'aller plus loin en proposant une nouvelle loi, comme nous l'explique le ministre Benoît Hamon. Je prépare une loi qui sera soumise au Conseil des ministres à la mi-mars, qui va créer de nouveaux instruments de protection des consommateurs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand il y a un certain nombre de contentieux de masse, où on a tous en tête, par exemple, un opérateur téléphonique qui ne respecte pas ses engagements, on veut pouvoir donner les moyens aux consommateurs d'obtenir réparation de ce préjudice qu'ils subissent, là où isolément vous n'allez pas demander réparation parce que c'est trop long, ça va vous prendre trop d'énergie, c'est même trop cher, et l'action de groupe permettra aux consommateurs de se regrouper pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi dans des grands contentieux de masse. Ce sera un des nouveaux instruments que nous allons créer,
comme nous allons de la même manière aussi lutter plus efficacement contre le surendettement, mieux encadrer les crédits revolving, les crédits renouvelables, pour permettre demain de responsabiliser cette fois-ci le prêteur, celui qui vous vend un crédit, et un peu moins faire porter toute la responsabilité sur l'emprunteur, comme c'est le cas aujourd'hui. On s'intéresse à présent à un autre dossier qui concerne toujours les commerces, l'ouverture dominicale. Certains magasins des Yvelines, notamment ceux de bricolage, demandent l'ouverture le dimanche. Des salariés se mobilisent en ce sens sur les réseaux sociaux. Reportage dans les Yvelines. Les salariés des principales enseignes de bricolage mobilisés sur les réseaux sociaux. Objectif, conserver le droit au travail dominical. Et sur le terrain aussi, ils ne manquent pas l'occasion de faire passer leur message, comme ici à Bois d'Arcy. C'est complètement basé sur le volontariat. On signe tous les ans des feuilles où on met le nombre de dimanches qu'on souhaite faire ou pas. Si on n'est pas volontaire, on le met aussi pour dire qu'on ne souhaite pas travailler le dimanche. Moi, ça ne me gêne absolument pas de travailler le dimanche, étant donné que je suis en cours toute la semaine, du lundi au vendredi. Pour moi, travailler le week-end, ça me permet de pas du tout empiéter sur ma semaine de cours, donc tous les jours. Donc c'est vraiment parfait et en plus de ça, on est rémunéré en conséquence. Pour moi, c'est un bénéfice et c'est nécessaire. Pour moi, ça ne représente aucun problème. Le seul problème, c'est qu'on soit obligé de se battre pour pouvoir travailler le dimanche. Les salariés sont quasi unanimes quant au fait de travailler le dimanche. Les clients aussi sont enthousiastes, même s'ils ne semblent pas favorables à une généralisation de l'ouverture dominicale à l'ensemble des commerces. Je suis plutôt contre l'ouverture des magasins le dimanche. Tant qu'ils sont ouverts, j'y vais. Mais je comprendrais très bien que les gens ne veuillent plus travailler le dimanche, c'est tout à fait normal. Après c'est un peu plus au cas par cas, c'est vrai que le bricolage on fait souvent ça le week-end, après les courses, pour l'alimentaire par exemple, j'ai moins d'avis là-dessus parce qu'on fait ça la semaine. Donc. Tant que l'employé s'y retrouve, c'est bien, si l'employé ne s'y retrouve pas, ça ne sert à rien. La loi encadre de manière stricte l'ouverture le dimanche. Les magasins doivent être situés dans une zone touristique ou sur un puce, un périmètre d'usage de consommation exceptionnel. Certains bravent les interdits, comme Bricorama, qui a été assigné en justice et interdit d'ouvrir le dimanche. C'est un gros manque à gagner pour moi personnellement. Ça représente 10% de mon chiffre d'affaires à l'année, le dimanche. Et dans la communauté des Yvelines, nous avons des magasins où cela représente à peu près 25% de leur chiffre d'affaires. Les embauches étaient gelées, ça c'était sûr. Il a fallu revoir après la restructuration du magasin afin de combler cette perte. Suite à ce verdict, Bricorama a assigné en justice 2 de ses concurrents, Leroy Merlin et Castorama, qui sont ouverts le dimanche. Avant de se quitter, on jette un coup d'œil à l'agenda. La Cité des métiers à Trappes propose 2 rendez-vous, mercredi 16 janvier, pour se préparer à l'entretien de recrutement pour les 45 ans et plus. C'est de 10h à 17h et c'est gratuit. Et un deuxième rendez-vous le 18 janvier, un atelier intitulé « Importance du look dans sa vie » ou « Comment confectionner sa garde-robe professionnelle avec un styliste ». C'est de 9h30 à 11h30 et c'est également gratuit. C'est terminé pour ce Fil Éco, je vous retrouve vendredi 25 janvier pour un nouveau numéro.